Bonjour à tous, bienvenue sur le salon Evolution, donc sur cette session consacrée à la méthanation. Je suis ravi de vous accueillir pour ce moment d'échange autour de la question: la méthanation constitue-t-elle le trait d'union entre l'hydrogène et le méthane? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Chapuis. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Vous êtes délégué général de l'AFG, l'Association française du gaz, et vous êtes accompagné à côté de vous par David Lenocq. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Vous êtes délégué général du club Power to Gas de l'AT2E, l'association technique, énergie et environnement. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui et merci à vous tous de nous écouter. Comme nous allons passer quelques minutes ensemble, je me propose de me présenter très rapidement. Je m'appelle David Hacher, je suis directeur de publication d'Actu Environnement, donc un titre de presse spécialisé, vous l'aurez compris, sur les thématiques de l'environnement, et nous traitons très régulièrement de toute la question énergétique et notamment de la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle j'anime ce plateau aujourd'hui autour de la méthanation. Et donc David, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous rappeler, quand on parle méthanation, de quoi parle-t-on ? Alors c'est effectivement un bon début. La méthanation, c'est un procédé qui vise à produire un gaz, le méthane, qu'on appelle méthane de synthèse, à partir d'hydrogène et d'un composé carboné qui va apporter le C du méthane, qui peut être du CO ou du CO2. On a deux grandes filières qui permettent d'intégrer cette brique de méthanation. On a la pyrogazéification d'une part, qui s'appuie sur des ressources type biomasse ou des déchets qui ne sont pas recyclables, qui vont produire un gaz, et ce gaz va pouvoir être méthané, c'est-à-dire on va pouvoir le transformer pour qu'il puisse être compatible avec le gaz qui circule dans les réseaux, donc pour pouvoir être injecté. Et une autre filière, qui est la filière Power to Gas, dont j'anime le club Power to Gas au sein de la T2E. Et donc là, on a deux gaz, l'hydrogène d'une part, qui est produit par électrolyse, qui est bien connu ici sur le salon Evolution, bien sûr à partir d'électricité renouvelable et bas carbone, et d'autre part du CO2 qu'on va pouvoir aller capter soit sur des fumées industrielles, un industriel qui a un process et qui produit par son process industriel du CO2, on va pouvoir le capter et l'utiliser pour produire ce méthane de synthèse. Mais on va pouvoir aussi trouver du CO2 dans d'autres filières de production de gaz renouvelable, notamment sur la méthanisation. Pour produire ce méthane biogaz, on produit certes du méthane, mais on produit aussi du CO2, et ce CO2 va pouvoir être valorisé et combiné avec cet hydrogène pour produire ce méthane de synthèse. Alors juste pour revenir sur la pyrogazéification, parce que c'est un terme assez technique que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Pyro, donc on chauffe, gazéification, on chauffe jusqu'à gazéifier la matière solide, produire donc une soupe de gaz parmi lesquelles de l'hydrogène et du CO2. Globalement, c'est ça, ouais. On a du gaz, du liquide, du solide, à partir de la biomasse, effectivement, à haute température, qui va venir séparer tous ces composés. Thierry Chapuis, aujourd'hui, ces deux technologies, à quel stade de développement est-ce qu'elles se situent ? Alors, ces deux technologies se situent à des phases relativement avancées. Ce n'est pas encore des technologies qui sont déployées. Néanmoins, il y a beaucoup de projets qui existent. Et donc, on est, je dirais, à l'étape pré-industrielle, puisqu'on n'est vraiment pas très loin de l'industrialisation sur ces deux technologies. Voilà. J'en rajouterai peut-être une troisième, si vous me permettez, qui est la gazéification hydrothermale. En gros, la pyrogazéification, c'est ce que David a expliqué, vous brûlez des déchets solides. Vous pouvez aussi transformer en gaz des déchets aqueux qui, évidemment, contiennent du carbone. Voilà, par un procédé assez proche, vous fabriquez aussi du méthane, de l'hydrogène, et ce procédé pourra aussi être utilisé pour faire la méthanation dont est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. La gazéification hydrothermale, vous le disiez, là pour le coup, elle utilise de la biomasse liquide. Est-ce qu'il faut du coup l'apercevoir comme un concurrent à la méthanisation ? Non, parce que en fait, vous ne travaillez pas aux mêmes températures. La méthanisation, qui est en gros, vous faites fermenter des déchets agricoles ou des bouts de steppe, vous travaillez en gros à une température de l'ordre de 40 degrés. On reproduit, pour faire simple, ce qui se passe dans l'estomac d'une vache. Donc c'est des bactéries, c'est vivant, donc c'est 40 degrés. La pyrogazéification, c'est à haute température. La gazéification hydrothermale, c'est aussi à très haute température et très haute pression. Donc c'est pas du tout concurrent.
D'accord, donc si je Ce pas résume les mêmes bien, intrants non plus. D'ailleurs. 3 briques technologiques complémentaires. D'une part, la pyrogazéification, d'autre part, la gazéification hydrothermale, troisièmement, le power to gas. David, qu'en est-il du rendement sur ces 3 process? Alors donc le power to gas, on l'a compris, on part d'électricité, on arrive à du méthane. Et donc quand on se concentre sur la brique méthanation, donc passer d'hydrogène à du méthane, globalement on a 100% de l'énergie qui est transformée, à peu près 80% sous forme de méthane et 20% sous forme de chaleur. Donc c'est de la chaleur renouvelable, parce que quand on a une source renouvelable, on a un produit renouvelable. Et donc cette chaleur renouvelable va également pouvoir être valorisée. Si on capte par exemple ce CO2 dont on a besoin auprès d'un industriel, peut-être que cet industriel va avoir besoin de chaleur et va pouvoir valoriser cette chaleur renouvelable dans ses process. Si on est sur un méthaniseur, le méthaniseur aussi a des besoins de chaleur pour sa propre digestion, pour son propre procédé interne, et donc va pouvoir aussi utiliser la chaleur produite par la méthanation pour optimiser son processus de fabrication. Thierry, l'AFG, l'Association française du gaz, a travaillé sur des scénarios ambitieux pour ce qui concerne le déploiement des gaz verts, le déploiement des gaz bas carbone à l'horizon 2030 et même 2050. Les technologies dont on parle, quelle est leur place dans tout le panel de production de gaz vert que vous avez étudié? Alors évidemment aujourd'hui, comme je disais, on est à l'étape pré-industrielle, donc c'est des pilotes. L'objectif qu'on s'est donné, c'est d'arriver à une dizaine de térawattheures sur l'ensemble de ces technologies, donc les 3 dont on parlait, la pyrogazéification, gazéification hydrothermale et puis la méthanation. 10 térawattheures, pour que vous ayez l'ordre de grandeur, c'est ce qui sera produit à la fin de l'année par l'ensemble des méthaniseurs qui injectent dans le réseau. Voilà, au début de l'année, on était vers 6 TWh et demi de capacité. Avec ce qui va être, mis en production cette année, on devrait arriver à 10 TWh. Donc c'est, l'effort qu'on a fait et l'émergence de cette nouvelle filière qu'est la méthanisation. L'objectif, c'est de faire le même effort dans la PPE qui vient. C'est relativement ambitieux comme objectif. Ça n'a pas l'air d'être des gros volumes, 10 TWh, mais c'est quand même ambitieux pour faire sortir ces filières de terre. Et l'objectif, c'est ça qu'on s'est donné, avec l'ensemble de la filière, évidemment. Alors David, est-ce que justement toutes ces briques de méthanation, est-ce qu'elles ont besoin d'aide, est-ce qu'elles ont besoin de soutien public pour aller plus vite et atteindre des objectifs importants en matière d'industrialisation, passer quelque part au stade supérieur? Je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Disons que les soutiens publics, quand on veut lancer un nouveau process industriel, c'est toujours bien. Alors effectivement, comme le disait Thierry, on passe d'un stade de recherche et développement, avec quelques démonstrateurs aujourd'hui, à une volonté industrielle, d'industrialiser la filière. Donc vraiment, il y a un gap qu'il est nécessaire là de passer. On est vraiment à cette étape-là. Et donc, bien sûr, il y a besoin de soutien public, à la fois sur les investissements, sur les CAPEX, mais aussi sur les OPEX, donc les coûts d'exploitation. Il faut savoir qu'entre 50 et 75% du coût du méthane vient de l'hydrogène. Donc il y a besoin d'accompagner, comme l'État déjà a commencé à le faire, les coûts de production liés à l'hydrogène, pouvoir avoir un hydrogène compétitif et massif. Et donc il y a toute cette filière qui est à créer avec aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, de fabricants qui sont déjà en France, qui développent des technologies, soit de méthanation catalytique, soit de méthanation biologique. Et donc il y a une vingtaine de projets aujourd'hui qui sont en train d'émerger et qui ont besoin d'un soutien, qui ont un besoin de l'État. Parce que c'est vraiment maintenant que l'État doit soutenir et accompagner la réalisation de ces projets. Parce que si on arrête maintenant toute cette énergie, toutes ces initiatives qui ont commencé à naître dans les territoires, portées par les régions, portées par les métropoles et les agglomérations, on arrête en fait le développement d'une filière et une nouvelle voie de décarbonation du mix qui est forcément intéressante et dont on a besoin. Thierry, complément? Vous voyez prendre le micro peut-être. Ah non, pardon. C'était bien complet ce qu'a dit David. Alors, du coup, j'allais vous relancer effectivement. Donc, soutien public au niveau financier. Est-ce qu'il y a des verrous réglementaires aussi qu'il convient de bousculer un petit peu? Est-ce qu'il y a des verrous réglementaires? Je pense que je ne vois pas ça comme un verrou réglementaire, mais comme c'est des projets qui vont émerger, il faut les soutenir, donc il faut quelques aides de l'ADEME. Les premiers pilotes, il va falloir les aider. On n'en est pas encore à produire un tarif derrière ces projets parce que c'est peut-être encore un peu tôt. Néanmoins, il faut se mettre dans une dynamique où demain, il y aura peut-être besoin d'un tarif. À ce stade, des verrous réglementaires, j'en vois pas beaucoup, sauf aller vite sur les projets, quoi. Alors moi, j'en ai un qui est primordial, c'est la définition.
pour pouvoir écrire un texte, une réglementation, une loi, il faut avoir défini l'objet. Aujourd'hui, le méthane de synthèse n'est pas défini. C'est-à-dire qu'il n'apparaît nulle part, il n'est défini nulle part. Donc la définition, savoir de quoi on parle, est primordial. Et c'est ce qui, après, peut permettre de mettre en place des mécanismes pour permettre de tracer le caractère renouvelable et bas carbone de cette énergie, pour mettre en place des soutiens. Voilà, on a besoin de le définir. Et cette première brique réglementaire est indispensable et on n'y est pas encore. Et donc en fait, c'est pas un détail, parce que si c'est la brique, la première, c'est la brique initiale, effectivement, sur laquelle tout se construit, on l'entend bien. Alors moi, ce que j'aimerais, effectivement, ce sur quoi on s'attarde un petit peu, parce qu'on a bien compris que la méthanation, ça permettait de produire du méthane de synthèse à partir d'hydrogène. Par ailleurs, on peut également produire du méthane, du biogaz, des biométhanes. On cherche aujourd'hui de plus en plus à produire de l'hydrogène. Au final, d'un côté, on produit de l'hydrogène, de l'autre, on produit du méthane. Là, dans la méthanation, on passe de l'un à l'autre, sachant que par ailleurs, on a également des technologies qui permettent de passer du méthane à l'hydrogène. C'est un peu brouillon, non, au final. On va dans tous les sens. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche et développement. Quelle est quelque part la ligne directrice de toutes ces stratégies de production de gaz vert? Très rapidement, j'ai envie de dire que faire et défaire, c'est un peu le lot de la recherche. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on trouve, finalement. C'est comme ça qu'on crée, c'est comme ça qu'on fait émerger de nouvelles filières et de nouveaux procédés. Et comme ça qu'on voit l'appétence d'un marché. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont capables de le faire? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont capables de l'exploiter? Et c'est vraiment en lançant plusieurs pistes qu'on est capable de faire émerger des choses et faire émerger des solutions et des envies. Thierry, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels le fait de produire du méthane à partir d'hydrogène, ça peut avoir un réel intérêt? Oui, tout à fait. Alors déjà pour répondre déjà à la première question, est-ce que c'est pas un peu, je dirais, est-ce qu'on va pas dans tous les sens? Non, à mon avis, on produit en fait deux choses qui sont du méthane, donc renouvelable, et de l'hydrogène. Donc je dirais l'ensemble de ces technologies vont permettre de faire ces deux productions, et il n'y a que ça qu'on va produire, évidemment. Et puis, ce que je veux ajouter, c'est qu'il y a une certaine porosité, je dirais, et il va falloir non seulement le produire, les produire, ce méthane et cet hydrogène, mais aussi les amener chez les clients, les stocker, les transporter, les distribuer. Et donc tout ça, je dirais, c'est aussi ces technologies qui vont nous permettre de fluidifier en fait le fait que cet hydrogène arrive chez les clients, ou ce méthane, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui est issu d'hydrogène, je dirais, arrive chez les clients. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que le fait de dire on transforme de l'hydrogène en méthane, ça permet de le transporter, de l'acheminer plus rapidement, peut-être même par bateau. Transporter de l'hydrogène, c'est assez compliqué. J'imagine que transporter du méthane, c'est plus simple. Oui, alors je dirais les deux sont transportables. Les réseaux de gaz permettent de transporter et du méthane et de l'hydrogène. Pendant très longtemps, on a regardé à faire des mélanges de tout ça, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure solution de mélanger, je dirais, l'hydrogène qui est quelque part plus noble que le méthane. Voilà. Et donc, il valait mieux séparer les réseaux. Pour autant, transporter dans un réseau de l'hydrogène, c'est un peu plus cher que de transporter du méthane. Et puis, je dirais, d'un point de vue industriel, dans un milieu diffus, les utilisations de l'hydrogène ne sont pas exactement les mêmes que le méthane. Voilà. Et donc, on envisage aussi, dans certains cas, de transformer l'hydrogène en méthane pour faire du transport ou pour faire, je dirais, de la distribution de façon dans un milieu diffus. Typiquement, si vous voulez commercialiser de l'hydrogène chez les clients particuliers, il vaut peut-être mieux le transformer en méthane et ne pas changer les chaudières et le transporter. Et puis l'exemple que vous donniez, demain, il y aura un marché mondial de l'hydrogène, on en est convaincu. Et donc il y aura de l'hydrogène qui viendra d'un peu partout. Et si on se place à très grande échelle, évidemment c'est un peu futuriste de regarder comme ça, mais si on se place à très grande échelle, il y aura de l'hydrogène produit partout dans le monde. Il va falloir l'amener, et donc une partie viendra en Europe, une partie viendra en France. Une des possibilités qu'on regarde, c'est de ne pas transporter cet hydrogène sous forme d'hydrogène, mais de le transporter sous forme de méthane. Et donc vous ajoutez, je dirais, une brique qui est la méthanation, et vous êtes capable de transporter de l'hydrogène partout dans le monde en utilisant une chaîne qui existe aujourd'hui, qui est la chaîne GNL.
David, si je comprends bien en écho à ce que vous disiez tout à l'heure et vu ce que vient de dire Thierry, finalement, la méthanation, c'est une brique qui permet d'obtenir une meilleure flexibilité dans tous les gaz? Juste un détail sur cette facilité d'utiliser le méthane par rapport à l'hydrogène, notamment en termes de transport. Vous l'avez peut-être vu hier, CMA-CGM, donc la compagnie de transport maritime, qui a intégré le consortium du démonstrateur Jupiter 1000. Donc Jupiter 1000 qui produit hydrogène et méthane, notamment pour utilisation dans les réseaux et qui est sur un port, parce qu'il est sur le port de Fos-sur-Mer. Donc on voit effectivement que ces grands acteurs du transport maritime et globalement du transport en général voient effectivement des opportunités derrière cette méthanation, donc d'aller un peu plus loin que l'hydrogène et d'aller jusqu'au méthane pour faciliter les importations, les exportations d'énergie à travers le monde. Alors Thierry, je peux donner un autre exemple sur très rapidement. Ouais, sur cette vision long terme. Le paquet gaz européen, il y a 4 parties. Il y a une partie d'hydrogène, il y a une partie de gaz naturel avec du CCS, parce qu'au niveau européen, on n'arrivera pas à se passer complètement. On y arrive en France, mais on n'y arrive pas à se passer au niveau européen. Il y a une partie gaz renouvelable et il y a une partie méthane de synthèse. Donc l'Europe voit aussi un avenir avec, je dirais, un méthane de synthèse. Alors, il y a une question sur laquelle on ne s'est pas encore attardé, c'est la question économique. On sait aujourd'hui que produire de l'hydrogène, ça coûte cher. Le méthane, bon, il est accessible relativement peu cher, quoique dans le contexte actuel, c'est plus vraiment le cas. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas une aberration, Thierry, de produire du méthane finalement assez peu cher au regard de ce que coûte aujourd'hui l'hydrogène vert? Alors, je pense que, oui, c'est une aberration si on fait des modes Shadok, c'est-à-dire qu'on produit du méthane pour faire on produit de l'hydrogène, y compris à partir de méthane pour fabriquer du méthane ensuite et puis pour l'utiliser. Il faut toujours utiliser l'énergie, je dirais, là où c'est le plus efficace de l'utiliser. Voilà. Et donc le gaz, que ce soit sous forme de méthane ou sous forme d'hydrogène, dès qu'on peut l'utiliser, il va falloir l'utiliser. Évidemment, mais les exemples qu'on a indiqués tout à l'heure montrent qu'on ne pourra pas toujours faire une adéquation exacte entre la consommation et puis la production. Donc il y aura besoin de stockage, de transport. Même si je donnais l'exemple, je dirais, de transport très grande distance, c'est pas le centre, c'est pas ce qui va se produire tout de suite. C'est évidemment plus, mais même d'un point de vue local, on pourrait avoir des besoins qui justifieraient une économie de ces transformations, même si évidemment, je répète, plus on va utiliser au plus près les différents vecteurs énergétiques, mieux ce sera. Donc effectivement, mécanisme de flexibilité, puis finalement opportunité pour les territoires. Pardon, je vais vous couper, vous auriez pu mettre aussi l'électricité dans l'eau, puisqu'il y a une partie de l'hydrogène qui va être fabriquée à partir d'électricité. Évidemment, l'électricité, c'est pareil, il va falloir l'utiliser au plus près de là où on peut, et pas la transformer en hydrogène pour la transformer en gaz, pour retransformer le gaz en électricité, ça deviendrait absurde. C'est pas ce système-là qu'on est en train de construire. D'accord, donc si je vous résume bien, la méthanation, c'est une opportunité pour les territoires finalement, ou en tout cas d'un point de vue local, de mieux se rapproprier la question énergétique et d'avoir un maximum de flexibilité. Voilà, c'est ça, exactement. De donner de la flexibilité, de faire respirer le système et de faire une adéquation entre offre et demande. David Lenoc, pour conclure, là on est sur le salon Evolution, donc avec des professionnels qui sont plutôt là pour produire de l'hydrogène. Quel attrait est-ce qu'ils peuvent voir dans le process de méthanation ? La méthanation, en fait, on voit, c'est un usage de l'hydrogène. On parle beaucoup, et c'est normal, parce que le gouvernement français et l'Europe, d'ailleurs, soutient la décarbonation à la fois de l'industrie et de la mobilité grâce au vecteur hydrogène. C'est effectivement les marchés cibles. C'est là où les investissements et les aides aujourd'hui vont. Mais pour un développeur de projet, pour un porteur de projet, avoir toujours en tête que ça peut être un usage complémentaire de sa production, une valorisation complémentaire de cet exutoire réseau, et notamment sous forme de méthane. Et donc avoir un industriel à côté, une station d'avitaillement pour de la mobilité et un exutoire réseau peut permettre de boucler le modèle économique, peut permettre de boucler le tour de table pour valoriser au maximum la production d'hydrogène et au maximum faire fonctionner l'électrolyseur. Bien, merci David pour cette conclusion. Je vous propose que ce soit le mot de la fin donc, de cette session dédiée à la méthanation. Merci à vous deux d'avoir participé. Merci pour vos éclairages. Merci David. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.